troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Goma, enseignant-chercheur, et de nos éditorialistes Gracien Okindjikiza et Alfred Chango. Et tout de suite, un nouveau naufrage de navires transportant des migrants a fait au moins 400 morts au large de l'Italie. Ce drame porte à plus de 900 le nombre de personnes qui ont perdu la vie depuis le début de cette année 2015 en tentant la traversée vers l'Europe. Kekelia Feto. Au moins 400 morts dans un nouveau naufrage de navires transportant des migrants au large de l'Italie. En provenance de la Libye, le bateau aurait chaviré une journée après avoir pris la mer. Pour des spécialistes, les responsabilités sont partagées en ce qui concerne l'ampleur que prend ce phénomène. C'est un phénomène qui fait appel à plusieurs interventions de la part des gouvernements africains, de la part des différentes sociétés civiles qui pourraient jouer le rôle de sensibilisation auprès des populations qui doivent savoir que l'Europe, ce n'est plus l'Eldorado d'avant. Il est à déplorer que depuis que les naufrages se développent au large des côtes méditerranéennes, les Africains n'aient pas pris rigoureusement ce problème. Il y a des accords qui ont été signés, des accords de co-développement entre l'Europe et l'Afrique, mais il faut que la partie africaine prenne au sérieux ces différents drames. Ce nouveau drame porte à plus de 900 le nombre de personnes ayant perdu la vie en tentant la traversée vers l'Europe depuis début 2015. Pour les observateurs, il est temps que les dirigeants africains reconsidèrent leurs priorités. Les chefs d'État et de gouvernement doivent accorder les priorités en matière de politique gouvernementale à l'insertion socio-professionnelle des jeunes Africains. Il faut voir que les États aujourd'hui sont en incapacité de pouvoir insérer cette explosion démographique dans le tissu économique de leur pays. D'après les statistiques, 20 millions d'Africains arrivent sur le marché de l'emploi et plus de 75% de ces 20 millions sont sans emploi décent et durable. Et donc forcément, les Africains sont obligés d'aller chercher des moyens de survie ailleurs. L'Organisation internationale pour les migrants et l'ONG Save the Children ont démarré ce mardi une enquête sur ce naufrage. Selon les gardes-côtes italiens, le bilan est susceptible de s'alourdir si l'on en croit les témoignages des survivants. Grâce à ce qu'il y a un manque de collaboration entre les pays africains et l'Europe sur cette question. Manque de collaboration, je pense que le problème qui se pose, vraiment, il n'y a pas moyen de... Déjà, on peut dire que la Libye a ouvert les portes parce que du temps de Kadhafi, il y avait un accord. Kadhafi bloquait les migrants africains. Mais le problème qui se pose principalement, on peut dire que c'est un problème économique et les Africains ils vont en Europe pour chercher du travail. Mais parmi ces migrants, surtout ceux qui arrivent en Italie, sont surtout des Érythréens, des Somaliens. Alors, on pose le problème autrement. C'est un problème politique. Vu la dictature qui se passe en Érythrée, manque de travail, les gens qui sont enrôlés par force pour participer à des guerres, à l'armée, à des entraînements militaires très poussés. Aussi, ce qui se passe en Somalie, c'est que finalement, ces Africains se retrouvent, veulent aller là où ils vont retrouver la liberté et aussi travailler. Donc, le problème principal sont ces dictatures, souvent des dictatures qui sont soutenues par certains pays européens. Il faut bien le reconnaître. Si les Érythréens partent pour arriver en Italie, il y a un lien aussi historique. Il faut que aussi l'Occident assume ce qui doit être fait parce que il y a des richesses aussi, si on parle au niveau économique, il y a des richesses qui partent de l'Afrique. La plus-value se réalise en Europe, pas en Afrique. Il y a la croissance en Afrique, mais beaucoup d'Africains n'en profitent pas. Il y a cette exploitation-là. Il faut, et les Africains partent vers là où il y a des ressources. C'est vraiment un phénomène qui est, je dirais, presque normal, mais il reste à savoir pourquoi ils doivent emprunter ces moyens assez risqués. C'est là le problème pour moi qui... Alfred, vous êtes d'accord? Ce sont les conflits qui sont la principale source de ces flux de migrants? Oui, Fanny, les conflits qui ont lieu en Afrique, effectivement, sont la source première, justement, de ces migrations. Quand on regarde le profil des populations qui se retrouvent majoritairement sur les côtes italiennes, et là, petite parenthèse, je dis au fond, quand on regarde l'opération Mare Nostrum, quand l'Italie elle-même prenait en charge tout ce mouvement de migration forcée de ces populations, le budget que l'Italie mobilisait
c'est 3 fois ce que aujourd'hui l'opération Triton au niveau de l'Europe met en place pour arrêter ce processus-là. Et donc, je referme la parenthèse. Oui, ce sont des conflits qui sont survenus en Afrique ces dernières années. Mais il faut bien regarder. En 1991, coup d'État contre Mohamed Siad Barre en Somalie. Le pays part dans tous les sens. La Libye, la mort de Kadhafi, le pays part dans tous les sens. C'est que dans l'un comme dans l'autre cas, on n'avait pas prévu l'après, justement, chute du président en place, que ce soit Mohamed Siad Barre ou Muammar Kadhafi. Et au fond, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Puisque le pays n'existe pratiquement plus, bien les trafiquants, parce que là, pour le coup, ce sont vraiment des trafiquants qui se font des profits juteux sur le dos de ces migrants, ils profitent justement de cette vacance de pouvoir et d'autorité pour embarquer de force. Ça, c'est un. 2. En Syrie aujourd'hui et en Irak, c'est pareil. Les migrants qui viennent de là sont pratiquement dans la même situation que ces Africains. Et donc, du coup, l'Italie semble étranglée par ces migrations forcées. Il faut effectivement une réponse à la fois politique, sociale et économique en Afrique, et puis ici en Europe, pour aider l'Italie justement à faire face à la chose, puisque on voit naître des mouvements de xénophobie en Italie à cause de ce surnombre des jeunes Africains ou autres qui arrivent sur les côtes d'Italie. Merci messieurs. Dans l'actualité également au Congo, la société civile souhaite défendre les droits des abonnés à la téléphonie mobile. La mauvaise qualité des communications et du réseau en général est en effet régulièrement dénoncée, d'où la création prochaine d'une association de consommateurs. Un reportage de notre correspondant Prince Bafolo. Bientôt une association des consommateurs dédiée à la téléphonie mobile au Congo. Le projet, en cours de préparation, devient une nécessité pour plus d'un Congolais. Depuis un certain temps, joindre un correspondant et communiquer normalement devient chose difficile. On n'est pas très satisfait. Et puis il arrive qu'on reçoive des appels des numéros opportunistes, parasitaires, qui vous bouffent des crédits et quand vous répondez, évidemment, vous avez perdu des crédits. Et il arrive aussi que vous receviez une communication, vous répondez, bon, la personne ne vous entend pas, vous êtes obligé d'arrêter, il faut 2 ou 3 tentatives pour essayer d'avoir la personne au bout du fil. Bon, c'est fort ennuyeux. En avril 2014, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques avait sanctionné RTL et MTN pour la mauvaise qualité de leur réseau. Une amende de 1 295 369 660 francs CFA pour MTN et 968 348 270 pour RTL, soit 1% de leur capital respectif. Mais depuis, la situation n'a pas changé. Dernier délai, le 30 juin 2015, au risque d'écoper de sanctions administratives, selon le ministère en charge des télécommunications. En tant qu'observatoire, nous avons commencé un travail de monitoring de réseau de certains opérateurs, mais malheureusement, tous les constats que nous avons pu relever n'ont pas obtenu un écho favorable de la part des différents opérateurs et même de l'autorité de régulation. Et donc, une association spécifiquement basée sur le secteur de la téléphonie mobile serait des bras supplémentaires pour essayer de faire bouger les lignes. Reste la marge de manœuvre que pourrait avoir cette association. Au Congo, les associations de consommateurs n'ont pas souvent les moyens pour agir efficacement. Pas d'appui technique, pas de ligne de financement par des organismes. Résultat, le combat de ces associations est presque invisible. Gracia, l'Afrique connaît un véritable boom de la téléphonie mobile, mais la qualité, elle ne suit pas toujours. Comment est-ce qu'on peut contraindre les opérateurs à justement assurer une qualité minimum des services ? C'est un problème qui s'est posé dès le départ. Quand ces compagnies de téléphonie se sont installées en Afrique, c'est qu'il y avait la demande. Les Africains, nous aimons bien téléphoner, nous aimons bien parler. Mais le problème, c'est que les États qui ont accompagné ces installations n'ont pas bien défini le cahier des charges. Il y a des normes techniques, même en Europe, on sait bien que pour s'installer, il faut respecter certaines normes, il faut respecter, les appels doivent être, transportés, il faut que ça arrive. S'il y a un problème des gens qui n'arrivent pas à avoir des coups de fil qui sont passés, il faut que les États qui ont défini, qui ont bien rédigé, qui ont rédigé les cahiers de charges, disent finalement
ces compagnies ne respectent pas les règles et donc on peut les suspendre. Il y a d'autres qui viendront, qui vont assurer la bonne qualité. C'est surtout, on vient en Afrique pour faire beaucoup d'argent. Il faut noter que ces compagnies gagnent plus en Afrique qu'en Europe ou en Amérique, parce que nous, les Africains, nous allons payer, nous payons, mais nous n'avons pas la qualité, nous n'avons pas, disons, le service qu'ils nous demandent. Raphaël Goma, il faut des sanctions contre ces opérateurs? Oui, il faut des sanctions contre ces opérateurs, je suis d'accord. Mais encore faut-il que ces sanctions s'appliquent réellement. Parce que, prenons le cas, par exemple, du Congo-Brazzaville. Ces opérateurs qui viennent s'installer, ils sont cooptés par, bien sûr, le régime en place. Alors, comment voulez-vous que ceux qui tirent la manne financière de ce réseau téléphonique puissent encore sanctionner? Parce qu'on peut dire à un opérateur, écoutez, vous ne respectez pas le cahier de charges, vous arrêtez, on fait un appel d'offres. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'effectivement, ils sont bien sûr des acteurs financiers, économiques dans ces sociétés qui sont implantées en Afrique en général. Les chefs d'État, leurs enfants, leurs familles, bien sûr, sont propriétaires de ces sociétés-là. Et c'est pour ça que les populations en pâtissent, bien sûr, de cette mauvaise qualité de l'information. Vous pouvez toujours, ils vous diront, vous pouvez toujours aller, de toutes les façons, vous pouvez aller voir qui vous voulez, ça ne changera rien. Et tant que ces gens-là seront là, tant que ces gens-là auront le monopole, bien sûr, de ces sociétés, de ces opérateurs-là, ben, les gens continueront à se plaindre de la qualité de l'information en Afrique. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour au Maroc. L'Office chérifien des phosphates a annoncé avoir levé $1 milliard sur les marchés internationaux. Et ce, grâce à l'émission d'un eurobond d'une maturité de 10 ans. Cet eurobond marque la deuxième incursion du géant marocain des phosphates sur les marchés internationaux de la dette après l'émission obligataire de 2014. Alfred, est-ce que c'est le fait que le Maroc dispose de 75% des réserves mondiales de phosphate qui fait qu'il y a un intérêt comme ça des investisseurs internationaux? Pas nécessairement pour ça, bien sûr. Le Maroc est le premier producteur au monde de phosphate. Non, c'est plutôt que le climat des affaires suscite confiance. Il y a la paix, il y a la sécurité. Et donc, quand l'OCP émet ses euro-obligations, les investisseurs accourent tout de suite parce qu'ils savent effectivement que le retour sur investissement va se faire, mais bien sûr dans la durée, mais qu'ils ne perdront pas leur bille dans cette opération-là. Donc il y a cette confiance qui est là, qui va permettre effectivement, parce que c'est pas de l'argent pour se les mettre dans les poches, c'est pour investir dans les infrastructures, pour augmenter la production justement de phosphate. Et je pense qu'il y a ce climat de confiance qui joue vraiment beaucoup. Et l'assainissement aussi du climat des affaires au Maroc, qui fait que le Maroc est très attractif aujourd'hui. Tout cela fait que quand l'OCP lance cette émission-là des euro-obligations, que tout de suite les investisseurs accourent facilement. Ça, vous êtes d'accord? C'est le climat général des affaires du Maroc qui a favorisé cette confiance des investisseurs? C'est un des éléments. Pour moi, l'élément principal, c'est parce que dans le monde, il y a beaucoup d'argent. On sait bien que les dernières années, les plus riches se sont beaucoup enrichis, les pauvres se sont beaucoup appauvris. Donc il y a eu une masse monétaire pour certains qui sont riches, qui ne savent pas comment investir cet argent. C'est pour ça qu'on voit que même on arrive à prêter à des pays comme l'Espagne à des taux négatifs. C'est-à-dire qu'à 4,5% pour un pays comme le Maroc, les investisseurs accourent parce que c'est vraiment un moyen au moins de rentabiliser leur argent parce qu'il y a au niveau des investissements, ils ont assez d'argent que, disons, où mettre cet argent, c'est le problème qui se pose. Les gens s'enrichissent, malheureusement, les autres s'appauvrissent. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré à la lutte contre le terrorisme. Raphaël Goma, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Gracien, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Alfred, merci. Merci Fanny, ça a été une grande joie d'être avec vous de nouveau sur ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je leur dis merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.